tous, bonjour à toutes. Je vais vous présenter le webinaire Biosécurité, prévenir pour éviter de recourir aux antibiotiques. Le plan AMCRA Vision 2024 est basé sur 4 objectifs stratégiques à atteindre d'ici 2024. Il vise bien entendu à réduire l'utilisation des antibiotiques de manière spécifique à chaque espèce animale au niveau des exploitations. Il vise aussi, et ça c'est le premier objectif, à atteindre un 1% maximum d'utilisateurs en zone alarme. Le deuxième objectif, c'est de rejoindre le niveau européen, donc l'utilisation médiane européenne pour la Belgique, diminuer aussi l'utilisation de colistine et réduire d'une manière générale l'utilisation d'aliments médicamenteux contenant des antibiotiques. Alors, ce plan est basé sur 9 points d'action. On est souligné 3 qu'aujourd'hui, on va rencontrer. Donc, il est important de continuer à sensibiliser et à éduquer. Il est important de viser à une formation continuée mais des éleveurs, des vétérinaires, des enseignants aussi, pour une utilisation des médicaments vétérinaires qui soit la plus adéquate possible. Et un des objectifs, c'est de prévenir les maladies animales pour éviter de devoir recourir aux antibiotiques. Alors, le titre de la présentation d'aujourd'hui, de ma présentation d'aujourd'hui, c'est la biosécurité, prévenir pour éviter de recourir aux antibiotiques. Alors, il me reste à définir la notion de biosécurité. C'est la combinaison de toutes les mesures prises pour réduire le risque d'introduction et de propagation des maladies au niveau du troupeau, de la région ou du pays. Alors, la biosécurité s'articule sur 2 axes. La biosécurité externe qui vise à empêcher, à limiter l'introduction de bactéries, de virus ou de parasites dans le troupeau. Et la biosécurité interne qui vise à réduire la propagation de ces agents pathogènes à l'intérieur du troupeau. La biosécurité, c'est donc l'ensemble de la biosécurité externe et de la biosécurité interne. J'ai indiqué question 1 tout à l'heure, il y aura 3 questions. Une des questions portera sur cette thématique. Et donc, le titre est complet cette fois, biosécurité, prévenir pour éviter de recourir aux antibiotiques. Pour appuyer cette démarche, je vais travailler avec un cas clinique et vous parler de, par exemple, ici, aujourd'hui, l'infection à Mycoplasma suis en porcherie. Alors, une infection à Mycoplasma suis en porcherie, c'est quoi? Il faut savoir que Mycoplasma suis, c'est le nouveau nom d'une bactérie que l'on appelait avant Epérythrosone suis, on n'a pas vraiment perdu au change, hein, et qui pourrait changer de nom dans le futur et s'appeler Mycoplasma hémosuis. Donc, essayez de suivre, ça change de nom, mais c'est la même bactérie. Alors, en pratique, c'est une bactérie qui est fréquemment mise en évidence dans les troupeaux, mais qui est à l'origine d'une maladie plutôt rare. Donc, on ne rencontre pas ça tous les jours. Donc, il faut y penser, mais ce n'est pas parce qu'on le met en évidence, cette bactérie, puisqu'elle est très fréquente, que c'est elle qui est la cause des problèmes qu'on rencontre. Donc, c'est une partie de la démarche que je vais vous montrer aujourd'hui. Pratiquement, en France, ils ont fait une étude récente et ils ont montré que sur 199 truies testées dans 10 fermes, 100% des fermes étaient positives pour la bactérie et 53% des truies en moyenne, enfin non, 53% des truies étaient positives. Dans le cas de l'étude française, ils ont mis en évidence un lien entre la présence de la bactérie et une hausse du taux de mort-née chez les truies qui avaient mis bas pour la première fois. Alors, une autre étude qui concerne l'Allemagne, cette fois-ci, a été publiée en 2019. Et dans cette étude, ils ont testé 208 truies, 474 nouveau-nés, et tout ça dans 21 fermes. Eh bien, cette étude a montré que 76% des fermes étaient positives pour Mycoplasma suis, et un tiers des truies étaient positives, et 14% des porcelets étaient positifs. Attention, aucun signe clinique n'a été détecté dans ces exploitations
positive. Donc, une bactérie fréquente, très fréquente même, mais une maladie pas nécessairement présente quand la bactérie est présente. Si on rencontre la maladie, alors on va parler de mycoplasmose, à Mycoplasma suis. En cas de mycoplasmose, alors qu'est-ce qu'on va rencontrer comme signe clinique? Eh bien, chez les porcelets en maternité, éventuellement en post-sevrage, on va remarquer de la pâleur. Alors, la pâleur, on voit ce petit porcelet qui est pâle. Il peut y avoir de la faiblesse, un retard de croissance et dans certains cas, un taux de mortalité élevé. Donc, pâleur, faiblesse, on pense anémie. Chez les truies, l'infection aiguë peut être mise en évidence autour du part. Dans ce cas-là, il y a une chute de l'appétit, des troubles de la lactation et parfois de la fièvre. Dans certains cas, on va constater une anémie chronique, donc qui dure et qui est associée alors à des troubles reproducteurs. Alors, il y a de l'anestrus, donc l'absence de chaleur, des retours en chaleur après l'insémination, des mortalités embryonnaires précoces et parfois même des avortements. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet agent pathogène et des signes cliniques associés? Eh bien, qu'il y a des circonstances d'apparition. Mettre en évidence une infection à Mycoplasma suis, donc des signes cliniques dans une exploitation, c'est généralement mettre aussi en évidence une autre maladie infectieuse. Ça peut être une maladie virale comme le SDRP, le PRRS, ça peut être la grippe porcine, donc l'influenza porcin, qui joue un rôle un peu initiateur. Et du coup, Mycoplasma suis est qualifié de bactérie suiveuse. Donc, c'est une bactérie qui profite un petit peu de la présence d'une maladie virale pour démontrer des signes cliniques. Alors, en matière de mode de contamination, d'un troupeau à l'autre, c'est incontestablement l'introduction de porcs infectés dans le troupeau qui va être à l'origine de l'introduction de la bactérie. Bactérie dont je vous rappelle qu'elle est très répandue dans les élevages. Alors, ce qui pourrait se passer aussi, c'est que la bactérie est bien présente dans l'élevage, dans votre élevage, mais que vous introduisez le virus de la grippe aviaire ou le virus du SDRP ou encore un autre virus initiateur, et que c'est au lendemain de cette introduction que vont apparaître les signes cliniques. Dans ce cas-là, ce n'est pas la bactérie que vous avez introduite, mais c'est un virus qui va favoriser l'expression clinique de la maladie. D'un porc à l'autre, comment se transmet Mycoplasma suis? Eh bien, dans le temps, l'infection a été liée à Hématopinus suis, le pouls du porc. Donc, c'était vraiment le meilleur moyen, je vais dire, de transmettre la bactérie d'un porc à l'autre. En pratique, on envisage d'autres insectes piqueurs comme des moustiques, des mouches piqueuses. Et du coup, la tendance est manifeste davantage en été à transmettre et à avoir une expression clinique de cette maladie. On s'est rendu compte que finalement, les aiguilles, les lames de scalpel contaminées, celles qu'on utilise au moment de la castration, peuvent jouer un rôle de vecteur aussi. Et il a été démontré expérimentalement que la truie peut transmettre l'infection à ses fœtus pendant la gestation. Alors, je vous ai parlé de porcelets faibles, de porcelets pâles, d'anémie. Alors, pour bien faire, il faut le coup d'œil du chef. Donc, l'éleveur va rapporter, le vétérinaire va constater la pâleur, et on le voit d'autant plus qu'on compare deux animaux. Parfois, on aura même, en plus de porcelets pâles, on va constater des cas de jaunisse, d'ictère, donc de porcelets plutôt jaunâtres dans l'élevage. Alors, est-ce que Mycoplasma suis est le seul agent causant des anémies dans les élevages de porcs? Bien sûr que non. Donc, il va falloir envisager un diagnostic différentiel si un jour vous rencontrez des porcelets pâles dans un troupeau.
Et donc, pour ce pâle, vous allez évoquer l'anémie. C'est quoi l'anémie? Mais c'est quand il y a réduction de l'hématocrite, de la concentration en hémoglobine ou réduction du nombre de globules rouges. Alors ça va pouvoir se mettre en évidence au travers d'un profil hématologique. Et quand l'anémie est constatée, il va falloir envisager différentes causes possibles. Alors, bien sûr, ça pourrait être tout simplement des pertes de sang. Alors, il y a les pertes de sang qui peuvent être la conséquence chez des porcs d'ulcères de l'estomac, éventuellement des pertes de sang chez le porcelet liées à un saignement du cordon ombilical. Bien sûr, dans le diagnostic différentiel, on retrouve Mycoplasma suis, mais il s'agit de porc et vous pensez tout de suite anémie fériprive, il manque du fer et donc les porcelets présentent finalement cette anémie. Donc il faut évidemment envisager ça aussi comme possibilité. Mais la présence de poux pourrait expliquer aussi à elle seule l'anémie dans un troupeau. Mais c'est plutôt rare maintenant de mettre en évidence des poux, tout simplement parce qu'on a des molécules qu'on utilise pour lutter contre la gale qui ont une efficacité contre les poux. Alors, il y a d'autres agents qui vont causer des pertes de sang chez les porcs et il y a des agents d'entérite et même d'entérocolite à Trichuris suis, à Brachyspira iodisantérié, ça cause des diarrhées hémorragiques. Il y a le purpura thrombocytopénique, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais c'est un phénomène qu'on peut rencontrer dans certaines portées. Quand la maman, la truie, immunise ses porcelets en leur donnant du colostrum, elle va les immuniser dans certains cas, c'est rare, mais ça arrive, contre leurs propres plaquettes. Et les porcelets vont alors ne plus être en mesure de coaguler et on va avoir des portées comme ça qui vont se porcelet après porcelet. Quelques jours ou 1 ou 2 semaines après la naissance. Alors, il y a des maladies chroniques qui vont déclencher de l'anémie. Le SDRP est envisagé aussi comme facteur d'anémie. Et donc, le diagnostic, vous le voyez, est assez vaste. Bon, j'envisage pas tous les points dans ces 2 tableaux-là, mais c'est pour vous dire qu'on ne peut pas systématiquement, en cas d'anémie, incriminer Mycoplasma suis. Il faut viser un peu plus large et donc établir finalement l'origine. Alors, dans le passé, on faisait comment pour poser le diagnostic? Eh bien, on travaillait sur base de frottis sanguins. Et on essayait de mettre en évidence ces petits points foncés à la surface des globules rouges. Ce n'était pas évident du tout, c'était difficile de poser le diagnostic et il y avait des risques de se tromper, des risques d'artefacts, donc on croit que c'est ça et ça ne l'est pas, ou au contraire on passe à côté. Il y avait moyen de recourir alors à une coloration spéciale, on parle de l'acridine orange, et avec une lumière ultraviolette, on pouvait voir des petits points orange alors à la surface des globules rouges. C'était quand même pas encore gagné avec cette technique-là. Alors, ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on mettait, en cas de suspicion, en place un traitement diagnostique, on appelait ça, et donc on utilisait des antibiotiques, et si ça marchait, on se disait, ah ben, c'était bien ça. Vous imaginez bien que ça, c'était le temps passé et que ce n'est plus une méthode à laquelle on peut recourir. Alors, aujourd'hui, on est à l'époque de l'usage raisonné des antibiotiques, et donc, la première chose sur quoi je veux insister, c'est qu'il est important de poser un diagnostic. Alors, on a maintenant, depuis 2012 en Belgique, un diagnostic possible par la PCR, mais il faut objectiver, hein, ce n'est pas le tout, je vous ai dit de trouver cette bactérie, il faut vérifier qu'elle est bien à l'origine d'un problème dans votre élevage. Et on va recourir au profil hématologique, au dosage des protéines totales pour repérer finalement s'il y a bel et bien des anomalies à ce niveau-là. Alors, on va recourir à la prise de sang, on va avoir besoin de tubes mauves, à bouchon mauve sur DTA, et de tubes secs pour réaliser le diagnostic. L'objectif, c'est de vérifier qu'il y a bel et bien une anémie au travers de différents critères, donc une faible concentration en hémoglobine, un faible hématocrite, un faible nombre de globules rouges. Cette anémie, elle va être qualifiée de régénérative parce qu'on va pouvoir mettre en évidence des réticulocytes, ça c'est les formes jeunes des globules rouges, et donc cette anémie régénérative, elle est typique.
L'augmentation de la concentration en bilirubine totale dans le sang va démontrer que cette anémie est hémolytique et donc on a un agent, un phénomène qui lise, qui abîme les globules rouges. Ça, c'est important aussi. Et si on pratique un dosage, on réalise un dosage des protéines totales, on va pouvoir aller vers cette confirmation de l'hypothèse. Je passe à la dia suivante. Je n'explore pas tous les détails de cette dia, mais c'est pour reprendre en gros qu'il est question de mettre en évidence cette bactérie par PCR, d'objectiver qu'il y a bien une anémie, et en dosant les protéines totales, si on constate qu'elles sont anormalement faibles, il faut envisager que la raison de la perte de sang, c'est le saignement du cordon ombilical. Chez un porcelet, ça a tout son sens. On a tous déjà vu des cordons qui saignaient. On peut y remédier, mais c'est clair qu'on ne va pas envisager alors Mycoplasma suis comme cause du problème. Si, au contraire, les protéines totales sont dosées et que le taux est normal au niveau du sang, eh bien, on a deux options. Soit on a affaire à une anémie ferriprive, l'historique peut vous aider à voir ça, on a oublié de faire les injections de fer, ou au contraire, on a une infection à Mycoplasma suis. Alors, dans le cas de l'anémie ferriprive, on va pouvoir remarquer le caractère hypochrome, c'est-à-dire qu'en fait, la concentration en hémoglobine dans les globules rouges est anormalement faible. S'il s'agit d'une infection à Mycoplasma suis, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'anémie est caractérisée par le fait qu'elle est hémolytique. Il y a un taux accru de bilirubine et en plus, l'anémie est régénérative. Donc, je vous ai peut-être un peu égaré, mais votre vétérinaire peut vous aider à faire la part des choses en faisant les prélèvements adéquats et en suivant cette trame. J'insiste ici sur le fait qu'il va être très important de très vite vérifier les circonstances d'apparition des signes cliniques. Et donc, on va continuer la présentation en envisageant cette démarche. Alors, en pratique, c'est un agent pathogène, il est d'origine bactérienne. Alors, si on doit envisager un traitement, je veux quand même vous donner des armes pour lutter. Et il est important de se dire qu'il y a deux outils que l'on peut utiliser, c'est les tétracyclines ou les macrolides. Tous les deux sont classés orange par l'AMCRA. Et donc, c'est pas idéal d'y recourir. Il faut savoir aussi que très vite, après avoir mis en place un traitement, la réapparition des signes cliniques peut se faire. On a un auteur qui estime à 5 semaines le délai avant que des signes ne réapparaissent. Et d'une manière générale, sur le terrain, on voit qu'après 2 à 4 mois, après l'arrêt du traitement, ça recommence. Donc, on ne peut pas se dire on va traiter avec des antibiotiques et on va recommencer tout le temps. Et que faire alors? Eh bien, tout simplement, essayer de prévenir la transmission au sein du troupeau et essayer de prévenir les circonstances d'apparition. Alors, on l'a vu tout à l'heure, pratiquement quand on achète des porcs, on peut introduire la maladie dans un cheptel. La circulation virale de virus tels que le virus du SDRP, peut-être le PCV2, l'influenza, donc le responsable de la grippe porcine, peuvent jouer un rôle initiateur. La présence d'ectoparasites, donc le pouls du porc, éventuellement des mouches piqueuses, des moustiques, et alors un usage inadéquat des aiguilles. Alors, on vaccine beaucoup dans les élevages et de fait, on peut, au travers de la vaccination, en utilisant souvent les injections, transmettre l'agent pathogène d'un animal à l'autre. Alors, la recommandation, c'est usage unique pour les truies, donc une aiguille par truie, une aiguille par portée et une aiguille pour 10-15 gorées, donc ça veut dire en post-sevrage, souvent, dans certains cas en tout cas, une aiguille par lot ou par case, et après on jette l'aiguille et on prend une nouvelle aiguille pour le lot suivant. Et ça fait appel aux bonnes pratiques de vaccination.
Éventuellement, pour certaines valences en tout cas, on peut recourir à la vaccination par voie intradermique, du coup, pas d'aiguille du tout, et ça, c'est une option tout à fait intéressante. Alors, ici, je vous ai parlé de la théorie. Moi, je voudrais vous montrer un cas concret, un cas du terrain qui est survenu en Flandre, donc en Belgique, et c'était en 2015-2016 que c'est arrivé. C'est un troupeau naisseur qui comptait à l'époque 440 truies hybrides, une conduite à la semaine, donc des mises bas chaque semaine, et un sevrage à l'âge de 3 semaines et demie. Ce troupeau-là était en renouvellement au moyen de l'achat de cochettes, et donc 20 cochettes étaient introduites toutes les 5 semaines dans le troupeau. Vous voyez que je souligne cet événement-là parce qu'évidemment, il fait appel déjà à une notion qu'on vient d'apprendre, c'est un risque en termes de biosécurité externe quand on introduit des animaux venant de l'extérieur. Alors, dans ce troupeau, en routine, il y avait des traitements mis en place et notamment une vaccination contre le PRRS, donc contre le SDRP. 3 fois par an, toutes les truies étaient vaccinées. Et je souligne ici aussi le fait que parfois, au lieu d'être réalisée tous les 4 mois, la vaccination n'était pas vraiment, le timing n'était pas respecté. On dépassait parfois les 4 mois d'intervalle entre 2 vaccinations. Alors, vous voyez qu'il y avait beaucoup d'injections parce qu'en fait, il y avait aussi un protocole de vaccination contre la colibacillose chez les truies. Donc, on vaccinait les truies contre la colibacillose pour la prévenir chez les porcelets en maternité. On vaccinait les truies aussi contre la rhinite atrophique, contre la maladie de Glasser et contre le parvovirus et contre le rouget. Enfin, les truies étaient aussi traitées avec une ivermectine, le Porcimec, et notez ici que ça, c'est une bonne chose parce que c'est efficace contre la gale, mais aussi contre les poux. L'éleveur utilisait aussi pour lutter contre la gale et donc aussi indirectement contre les poux, le sarnacurant à certains autres moments avant l'entrée en maternité. En pratique, une chose négative, c'est que la même aiguille servait dans cet élevage jusqu'à ce qu'elle plie. Vous pouvez imaginer que donc plusieurs truies, plusieurs porcelets étaient vaccinés avec la même aiguille et beaucoup d'animaux à la suite. Alors, c'est pas rare, mais c'est pas idéal du tout. Et donc, je le souligne en rouge, c'est un facteur favorisant dans cet élevage. Alors, déjà en août 2015, on rapporte des troubles de la lactation dans cet élevage. Alors, c'est un élevage avec des truies hyper prolifiques et parfois 14-15 porcelets débutent la lactation. Il y a parfois 16-17 porcelets au pis chez certaines truies. Et bon, voilà, tout démarre généralement bien et pendant une semaine, tout se passe bien au niveau de la lactation. Et puis, survient une chute de la production de lait avec littéralement un tarissement des truies, des pies qui vont vraiment se tarir, cette impression que les truies ne sont plus capables d'allaiter correctement les porcelets. Alors, au départ, le vétérinaire a envisagé des hypothèses telles que l'aliment, la présence éventuelle de mycotoxines, la génétique, mais il a dû écarter ces hypothèses et par la suite, il va envisager une autre hypothèse, celle de Mycoplasma suis, et il va mettre en évidence la bactérie chez une truie et une cochette anémique. Donc, il confirme l'anémie et il confirme la présence de Mycoplasma suis. Quelques jours plus tard, il va tester davantage d'animaux et il va mettre en évidence 6 truies positives pour Mycoplasma suis sur 9 testés. À nouveau, il fait ce test au moyen d'un test PCR. Le 17 mars 2016, nous faisons une visite et nous constatons en effet la présence de porcelets pâles et chez certaines truies, un pis peu développé malgré un début de lactation que l'éleveur nous confirme normal. Voilà, quelques jours ça se passe bien et puis il y a ce phénomène de tarissement. Donc on met en évidence des signes cliniques, on va réaliser des prélèvements et notre objectif n'est plus cette fois de mettre en évidence Mycoplasma suis, mais bien d'essayer d'identifier un facteur déclenchant l'apparition de ces signes cliniques.
Alors, on mise un peu notre démarche sur la mise en évidence d'une infection virale. On va rechercher le PRRS, le virus du PRRS, SDRP, le PCV2 et l'influenza, donc l'agent de la grippe porcine. On va, chez les truies, montrer un S-P ratio de l'ordre de 2. Mais on ne peut pas distinguer avec ce genre de résultat s'il s'agit d'une vaccination ou d'une circulation virale du SDRP, donc du PRRS. On ne va pas mettre en évidence chez les truies de circulation du virus de la grippe porcine. Par contre, on va mettre, comme c'est le cas dans beaucoup de troupeaux, une circulation du virus PCV2. Chez les porcelets sevrés, on va mettre en évidence dans un pool, donc quand on rassemble 3 échantillons, on a un pool et on va mettre en évidence le virus du SDRP. Et vous allez me dire, bah oui, tu vaccines avec un vaccin vivant, donc tu trouves une souche vaccinale. Eh bien non, il se trouve qu'on a réalisé un séquençage et on est tombé sur une souche européenne différente de la souche vaccinale. À ce moment-là, le vétérinaire va mettre en place un traitement à base d'oxytétracycline dans l'alimentation des truies pendant 3-4 semaines. Quelques jours plus tard, il va y avoir des analyses qui vont être réalisées parce qu'on suspecte, c'est le vétérinaire de l'exploitation qui suspecte que les cochettes finalement introduisent cette bactérie dans le troupeau. Il n'a pas tort parce que il va tester 3 cochettes et 2 vont s'avérer positifs pour Mycoplasma suis. Il fait ni une ni deux, il va contacter le fournisseur de cochettes et lui demander de veiller à ce que ça n'arrive plus. Donc, il ne change pas de crèmerie, hein, il retourne au même endroit, ils vont à nouveau s'approvisionner en cochettes et celles-ci, vous le voyez, 1 mois plus tard, donc 5 semaines plus tard, quand elles sont livrées, elles sont aussi testées et sur 4 animaux testés, on a 4 résultats négatifs. Donc, il y a eu prise de conscience par le fournisseur et une réaction qui amène la livraison d'animaux, cette fois-ci négatifs. En juillet 2016, il y a un nouvel appel. À nouveau, des symptômes de troubles de la lactation sont détectés en maternité. Et qu'est-ce qu'on constate alors? Eh bien, que le rappel de vaccination aurait dû être fait et qu'on est début août et que ça n'a pas été le cas. Eh bien, en pratique, on met en évidence là qu'il y a un intervalle allongé de 5 mois entre 2 vaccinations contre le SDRP. Ce n'est pas idéal du tout et donc on met ça en évidence. On teste à nouveau les cochettes livrées au mois de juillet et les 5 cochettes testées s'avèrent bel et bien négatives. Le message est bien passé, on continue à recevoir dans ce troupeau des animaux négatifs. Alors, vous allez me dire, Mycoplasma suis, c'est nouveau en Belgique, c'était une grande première? Pas du tout. Il y avait déjà un cas mis en évidence par des auteurs qui avaient publié dans une revue en Flandre en 2008. Et sans revenir sur toute la description de ce cas clinique, on peut remarquer des points, des similitudes, donc des points communs. Les signes cliniques étaient survenus 3 mois après l'achat de cochettes. Et dans cette exploitation-là, il y avait également une circulation active du virus du SDRP, donc du PRRS. Je voudrais donc, par cet exemple, attirer votre attention et retenir quelques enseignements. Rappelez-vous du titre, hein, donc mon objectif, c'est d'attirer votre attention sur le fait que l'on peut prévenir l'utilisation des antibiotiques par l'application de mesures de biosécurité externes ou internes. Alors, il est important avant tout, bien sûr, de diagnostiquer précisément. Donc, quand on a une maladie, quand on a des signes cliniques, il faut poser un diagnostic étiologique. Il faut s'assurer qu'on va traiter contre la bonne maladie, contre le bon agent pathogène. Donc, ça, c'est le premier élément sur lequel j'ai insisté. Alors, quand on met ensuite un traitement adéquat en place,
ben, il faut en percevoir les limites, se dire que, ok, ça va résoudre, ça va éteindre l'incendie, mais il y a des limites, ça risque de revenir dans 5 semaines, dans 2 mois, dans 4 mois peut-être, mais ce n'est pas une solution de toujours utiliser les antibiotiques alors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faire le point sur les connaissances, ce que l'on connaît, et donc se former, continuer à se former. Nous, les vétérinaires, vous, les éleveurs, on doit tous continuer à se former. Et en l'occurrence, ici, définir les circonstances d'apparition de la maladie dans un troupeau. Faire le point sur les modes de transmission, se dire que d'un troupeau à l'autre, l'achat d'animaux, l'achat de porcs infectés pose problème, et donc appliquer des mesures de biosécurité externes, s'assurer que les animaux que l'on introduit soient bel et bien négatifs. Alors se dire que d'un porc à l'autre, la transmission se fait d'une manière, comment se fait-elle? Peut-être au moyen d'insectes piqueurs. Alors, est-ce qu'on peut mener une action? Oui, on peut gérer ces insectes piqueurs en réduisant le risque, en utilisant des moyens de lutte. Ici, l'insecte piqueur en cause, ça pourrait être Hématopinus suis. Eh bien oui, l'éleveur faisait déjà quelque chose contre lui. Donc on peut se dire qu'a priori, ce n'était pas ça vraiment le problème. Mais voilà, c'est important de souligner qu'il y avait déjà une mesure intéressante en termes de biosécurité interne. Une autre mesure, c'est de veiller à ce que l'utilisation des aiguilles pour réaliser les nombreuses injections dans ce troupeau se fait de manière la plus adéquate possible. Et une des mesures de biosécurité interne, c'est d'utiliser une aiguille par animal quand il s'agit de truies, ou pour un nombre limité de porcelets ou de porcs en post-sevrage, ou voire même en engraissement, si on devait intervenir en engraissement. Alors, se dire aussi qu'il y a des facteurs favorisants et qu'il faut lutter contre ces facteurs-là. Si, comme ici, l'infection est favorisée par l'expression clinique du SDRP, éventuellement du PCV2, de la grippe porcine, il faut agir contre ces infections-là. Et donc, oui, agir contre un virus pour lutter contre une infection bactérienne par une bactérie suiveuse. Donc, c'est assez vaste comme champ d'action, mais ça a du sens. On le voit concrètement pour ce cas-ci. Alors, si votre moyen de lutte, par exemple contre le SDRP, passe par un protocole de vaccination, mais il faut l'appliquer très correctement en le suivant rigoureusement. Et donc, s'il y a un intervalle de 4 mois entre 2 vaccinations, il faut veiller à respecter cet intervalle. Ça, c'est très important. Et donc, ça aussi, c'est une mesure de biosécurité interne, de veiller à bien appliquer cette lutte contre l'agent viral qui va favoriser cette maladie d'origine bactérienne. Et donc appliquer les bonnes pratiques de vaccination. Alors ici, je voudrais vous montrer que on veut faire progresser, vous faire progresser vers l'utilisation d'une aiguille par truie. Ici, je vais illustrer en montrant que le parcours, il est progressif. C'est une étape pas après pas. Et cet éleveur-ci que je vais vous montrer, qui vaccine ses truies, il va vacciner ses truies, plusieurs truies avec la même aiguille. Oh, zut, alors, c'est pas encore ce que je voulais enseigner. Non, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux que d'utiliser une aiguille réutilisable. Il va, vous le voyez déjà, utiliser une aiguille jetable. Vous allez me dire, oh oui, mais les aiguilles jetables, ça va plier, ou alors on va utiliser des trop courtes, du coup on ne vaccinera pas bien. Mais si, on va utiliser la bonne longueur, entre 4 et 5 cm de long. On va utiliser des aiguilles roses ou même des vertes, c'est encore plus fin, donc c'est du 21G, la rose c'est du 18G. Eh bien, elles ne plieront pas. Pourquoi? Parce que l'éleveur, vous allez voir, va utiliser un prolongateur. Grâce au prolongateur, les aiguilles jetables ne plient pas. Alors, j'arrête de parler et je vous montre. Pratique, j'ai terminé. Je voulais vous dire que je n'ai envisagé ici que certaines mesures de biosécurité, qu'il en existe bien d'autres que l'on peut appliquer
et d'un cas clinique d'une maladie à l'autre, vous aurez peut-être à utiliser d'autres atouts, hein, d'autres mesures. Et donc, vous retrouverez la liste complète des mesures de biosécurité externes et internes que l'on peut appliquer à un élevage. Vous dire que c'est un cas que j'ai rapporté avec d'autres collègues. Donc j'ai ma consoeur la docteure Stéphanie Dahl, le confrère, le docteur Philippe Veit et le docteur Frédéric Smeets aussi à l'ARCIA, qui ont travaillé ensemble pour mettre en évidence donc ce cas clinique et les moyens de lutte. Je voudrais vous remercier pour votre attention, remercier l'AMCRA pour son invitation et remercier d'une manière générale les vétérinaires et les éleveurs qui partagent avec nous leur cas clinique. Je vous souhaite une bonne fin de journée.